Bonjour Stéphane Siro. Bonjour. Les syndicats se réunissent ce soir à 18h. On sait que la CGT est affaiblie par sa dernière démonstration de force en solo. Est-ce que vous pensez que la centrale est en mesure de convaincre les autres syndicats d'un mouvement unitaire ? Non, c'est prévu d'avance. Il n'y aura pas d'unité au sortir de cette réunion. Chacun a choisi une stratégie différente, l'a choisi d'emblée. Et si cette réunion est une forme d'affichage symbolique pour faire au moins la démonstration que sur le contenu même des ordonnances, il y a un certain nombre de critiques qui sont formulées, il n'en reste pas moins que les critiques ne sont pas les mêmes d'une organisation à une autre et que par ailleurs, chacun, au fond, me semble-t-il, a décidé de suivre la stratégie qui est la sienne depuis le début des discussions autour de ces ordonnances. La réunion a lieu ce soir au siège de la CFDT. C'est Laurent Berger, clairement, le maître du jeu aujourd'hui ? Non, il me semble qu'au contraire, ce qui s'est passé là autour de cet épisode des ordonnances fait la démonstration que les deux formes de syndicalisme, les deux grandes formes de syndicalisme qui se développent aujourd'hui, que l'on pourrait presque qualifier, pour reprendre un terme en usage dans le champ politique, d'irréconciliable. Il y a d'un côté ce syndicalisme que j'appellerais de lobbying, qui est celui développé par la CFDT de Laurent Berger et en l'occurrence par Force ouvrière via Jean-Claude Mailly, fait la démonstration que dès lors que le pouvoir politique n'entre pas dans son jeu, ce qui est le cas vis-à-vis de la CFDT, qui s'est estimée mécontente au fond du contenu de ces ordonnances, elle n'arrive pas par la suite à imaginer une autre stratégie que celle de la discussion, y compris si cette discussion, au final, ne lui permet pas d'aboutir à ses revendications. Et de l'autre côté, on a une CGT qui, elle, a campé, je dirais, sur ce qui est sa stratégie relativement habituelle, c'est-à-dire celle de la mobilisation, mais via des journées d'action traditionnelles qui, elles-mêmes, ne fonctionnent pas dès lors que le pouvoir politique n'est pas non plus à l'écoute de ces mobilisations. Donc dans les deux cas, les confédérations syndicales, les grandes confédérations syndicales, se trouvent confrontées à l'échec de leur stratégie, qu'elle soit celle de la mobilisation ou qu'elle soit celle du lobbying. Comment on en est arrivé là, Stéphane Siro ? On a l'impression que les syndicats sont comme anesthésiés depuis l'élection d'Emmanuel Macron. En tout cas, alors pour moi, si on veut réfléchir sur la longue durée de l'histoire du syndicalisme, il me semble que c'est l'effet de ce qu'on peut appeler l'institutionnalisation du syndicalisme, c'est-à-dire un processus qui, au fil du temps, a mené à l'intégration des organisations syndicales, au fonctionnement de la société, à la sphère du pouvoir, à la régulation sociale. Et dans les deux cas, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, parce que ce syndicalisme de négociation, de lobbying que représente celui de la CFDT, c'est typiquement un syndicalisme de régulation institutionnalisée, mais en même temps, les journées d'action auxquelles appelle rituellement la CGT, c'est aussi l'expression d'une forme d'institutionnalisation, parce que l'institutionnalisation, ça veut dire aussi dans le champ de la contestation sociale, ça veut dire la ritualisation de la contestation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dès lors que l'un des acteurs, et en l'occurrence le pouvoir politique, ce qui est le cas depuis une quinzaine d'années, ne veut plus participer à ce jeu de la régulation, les organisations syndicales se trouvent confrontées aux limites de leur stratégie. Et ce qui me semble également extrêmement problématique pour ces confédérations, parce que ce que l'on voit, on l'a vu l'an dernier autour de la contestation contre la loi El Khomri, on le voit aujourd'hui autour de la question des ordonnances, la tendance face à cette espèce de dévitalisation des confédérations, c'est de voir les différentes organisations qui les constituent jouer chacune leur partition. On l'a vu par exemple avec les routiers qui ont négocié directement avec le pouvoir et ils ont obtenu des concessions. D'une autre façon, on l'a vu aussi avec les fonctionnaires qui ont joué aussi leur partition au travers de la journée unitaire du 10 octobre et qui n'ont pas été, je dirais, tellement mobilisés sur la question des ordonnances. Et on voit bien que, pour moi, c'est l'effet de cette dévitalisation des confédérations qui n'arrive plus effectivement à jouer le rôle de chef d'orchestre. C'est aussi une victoire de la méthode Macron. Il n'y a plus vraiment de consultation. On passe par, il n'y a plus de négociation. On passe par des consultations. Les syndicats ne sont plus acteurs finalement ? Oui, alors est-ce que c'est une victoire en termes de démocratie ? La question peut se poser parce qu'on sait très bien que les institutions politiques, et c'est pour ça que la régulation sociale a été mise en place dans nos républiques depuis la troisième, la régulation sociale sert aussi au pouvoir politique à faire admettre et à diffuser ces réformes. Parce qu'il est bien évident que sans, d'une certaine manière, l'association des contre-pouvoirs, y compris après un rapport de force, à des réformes, ces réformes ne sont pas acceptées de la même manière par l'opinion publique et par le monde du travail en l'occurrence.
différence. Donc je ne suis pas certain que pour le pouvoir politique lui-même, ce soit véritablement un point positif de voir les contre-pouvoirs, de voir les syndicats, ce qu'on appelle aussi les corps intermédiaires, se déliter peu à peu. C'était peut-être aussi voulu de la part de l'exécutif d'imposer son rythme de réforme. On voit déjà aujourd'hui, alors que les syndicats se réunissent encore sur la question des ordonnances réformant le Code du travail, les consultations sur l'apprentissage, la formation professionnelle, la réforme de l'assurance chômage. Alors je pense qu'effectivement le gouvernement a besoin d'aller très vite. Il a besoin d'aller très vite, peut-être d'utiliser une année pour faire passer ses principales réformes. Je pense aussi parce qu'il sait très bien que ces réformes au sein de la société, et même si les syndicats n'arrivent pas, on le voit, à véritablement mobiliser, ces réformes sont discutées, sont contestées par de nombreux segments de la société. Et par conséquent, le gouvernement et le président Macron lui-même savent, je pense, que soit ils font passer ces réformes très vite dans les mois qui viennent, soit elles ne passeront pas. C'est pas dans 3 ans, dans 4 ans, après une progressive désaffection de l'opinion publique qui est déjà très rapide, que le gouvernement fera passer ces réformes. Donc effectivement, il est là dans une stratégie qui semble, pour le moment, assez efficace. On a parlé de la CGT, de la CFDT. Que dire de Force ouvrière? Dans tout ça, on a du mal à appréhender la situation, le positionnement. On sait que Jean-Claude Mailly veut une mobilisation. Il l'a dit hier sur Public Sénat, avant la semaine du 20 novembre. Il y a quand même mis des conditions, pas que la loi travail dans les mots d'ordre. Jean-Claude Mailly lui-même ne veut pas de mobilisation. Il est contraint à la mobilisation parce qu'il a été désavoué par son propre Parlement, qui l'a obligé à réagir davantage. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Mais depuis le début de la discussion avec le gouvernement, il n'était pas du tout engagé dans un processus de contestation. Ce qui peut se comprendre pour différentes raisons, je dirais à la fois de fond et peut-être aussi plus conjoncturelles. Des raisons de fond qui est que, on l'a peut-être un peu oublié avec Marc Blondel, avec la contestation contre la loi El Khomri l'an dernier, Force ouvrière, est quand même sur un positionnement qui est, et il se revendique lui-même de cela, un syndicalisme réformiste, c'est-à-dire un syndicalisme qui se veut de discussion, de négociation collective, de proposition, et marginalement, ou plus marginalement, de contestation. C'est ça, je dirais, Force ouvrière historiquement. Et donc, au fond, Force ouvrière essaie certainement ici de retrouver un peu la place que la CFDT lui a prise, notamment pendant le quinquennat de François Hollande. Et puis, il y a sans doute aussi des raisons qui tiennent à l'histoire immédiate, à savoir que l'an dernier, face à la loi El Khomri, Force ouvrière était dans la rue, n'a pas obtenu ou quasiment pas de concession de la part du pouvoir et s'est trouvé au fond dans le sillage de la CGT. C'est pas Jean-Claude Mailly ni Force ouvrière qui sont apparus comme la principale force de contestation, mais plutôt Martinez et la CGT. Et puis par ailleurs, il faut quand même aussi souligner que Force ouvrière, via l'un de ses anciens dirigeants confédéraux, il y a encore seulement 2 ans, ou même pas, un peu plus d'1 an, qui est aujourd'hui directeur adjoint du cabinet de la ministre du Travail. On peut penser aussi que ça a facilité... Stéphane Lardy, c'est ça? Stéphane Lardy, ça a facilité très certainement les contacts et les discussions entre l'appareil du pouvoir et l'appareil confédéral de Force ouvrière. Diviser pour mieux régner, c'est la méthode Macron. Oui, et puis, mais là aussi, on retrouve ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette forme d'institutionnalisation du syndicalisme qui fait qu'on peut voir des dirigeants syndicaux qui, ayant à peine quitté leurs fonctions, se retrouvent à des postes officiels, comme celui de directeur adjoint d'un ministre. On a évoqué le contexte. Comment voyez-vous l'évolution du rôle des partenaires sociaux ? Alors, je pense que l'avenir immédiat pour les confédérations, en tout cas, est assez sombre, parce que, je le disais au départ, les unes et les autres ont fait la démonstration qu'elles ne parvenaient pas véritablement à obtenir des concessions. Or, le syndicalisme existe, vit et survit parce qu'il est capable de faire la démonstration de son efficience. Or, sur ces ordonnances, qui quand même, de l'aveu de chaque organisation syndicale, contiennent un certain nombre de dispositions qui sont jugées plutôt néfastes, voire très néfastes pour le monde du travail, ils ne sont pas obtenus ils n'ont pas réussi à obtenir ni par la négociation, ni par le conflit et la mobilisation de quelconque concession. Et ça fait maintenant, si on regarde sans aller très loin dans l'histoire, ça fait maintenant 22 ans que les confédérations sur des mouvements nationaux n'ont pas obtenu satisfaction. Depuis 1995. Alors il y a eu certes le CPE en 2006, mais c'était avant tout un mouvement d'étudiants, de lycéens. Mais on pourrait faire la chronologie. 2003, 2009, 2010, 2016, 2017. On a toute une série, en une dizaine d'années de mouvements et de mobilisation face auxquels les organisations syndicales n'ont rien obtenu. Donc c'est extrêmement problématique pour elles parce qu'il est bien évident que ce n'est jamais l'échec qui peut susciter l'adhésion.